Bonjour à tous. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un petit rappel de cinétique pour les révisions pour les écrits, et donc d'essayer de le remettre un peu en contexte par rapport à la thermo, en tout cas dans un premier temps, puisqu'on a fait de la thermochimie au cours de la deuxième année. Donc on va regarder en fait au cours de tout ce rappel, on va regarder une réaction un peu au hasard, qui est donc A plus 2B donne 3C plus D. Ok, pour avoir un petit peu des coefficients stoichiométriques non triviaux, et essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc en fait, il y a deux points de vue pour étudier ce type de réaction. On a le point de vue thermodynamique, qu'on a fait tout au cours de la deuxième année, et puis il y a le point de vue cinétique, que vous avez vu un petit peu en première année, et qu'on va essayer de rappeler un petit peu. Donc déjà, d'un point de vue thermo, en fait, quand on étudie ce type de réaction, d'un point de vue thermodynamique, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que la réaction peut se faire? Est-ce qu'il existe un équilibre ou au contraire est-ce qu'on a rupture d'équilibre? Et quels facteurs influent sur l'équilibre s'il existe? Donc en fait, on a les grandeurs qui sont la constante d'équilibre K0, le quotient réactionnel QR. Il y a l'avancement aussi à l'équilibre, souvent qu'on aime bien essayer de déterminer en faisant un petit tableau d'avancement. Et puis on peut aussi évoquer donc l'enthalpie de réaction, delta RH, la loi de Van 't Hoff, les lois de modération de Le Chatelier, etc. etc. Donc tous les bagages mathématiques qu'on a vus en deuxième année. Donc ça c'est vraiment pour le point de vue thermo. Par contre, pour un point de vue cinétique, c'est des questions qui sont complètement différentes qu'on se pose quand on veut étudier ce type de réaction. La question c'est plutôt est-ce que l'état final est atteint rapidement ou non, que ce soit un état d'équilibre ou non. On s'en moque, nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que c'est atteint rapidement ou non, et est-ce qu'on l'atteint de manière à vitesse constante, est-ce que la vitesse évolue au cours du temps, etc., etc., ou comment évolue la concentration des réactifs. Et donc pour essayer de répondre à ces questions, vous avez vu l'année dernière en fait qu'on introduit plusieurs grandeurs qui sont donc la vitesse de réaction, et on aime bien aussi souvent parler du temps de demi-réaction, donc qui est en gros le temps au bout duquel la moitié des réactifs a été consommée. Donc ça c'est, en tout cas voilà, c'est deux approches qui sont complètement différentes, et qui du coup les résultats n'ont aucun lien. Une réaction pourra être favorisée thermodynamiquement, c'est-à-dire une constante d'équilibre très importante d'une réaction. Ça ne veut pas dire que la réaction va se faire très rapidement. Inversement, une réaction rapide peut être une réaction qui peut être très peu avancée. Okay, donc il n'y a vraiment aucun lien entre la rapidité d'une réaction et est-ce que la réaction va être totale ou non. Ça, il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête et éviter ces raccourcis, en tout cas de rédaction. Quand on vous demande de commenter une constante d'équilibre ou non, il faut éviter de dire, une des erreurs régulières qui revient, c'est de dire que la réaction est rapide. Non. Si la constante d'équilibre est élevée, ça veut dire que la réaction va être quasiment totale, mais ça ne veut rien dire sur sa rapidité. Okay, donc essayez de bien faire attention à ça. Bon, bah maintenant on va essayer de voir un petit peu le bagage mathématique qu'on a besoin pour la cinétique. Donc on part toujours sur cette réaction A plus 2B est égal à 3C plus D. Donc si on refait le tableau d'avancement qu'on a pu faire au lycée et en première année, donc l'état initial c'est les quantités de matière du constituant A, du constituant B. Un état quelconque, on voit qu'il y a l'avancement qui intervient, donc avec des moins xi, moins 2 xi, ou plus 3 xi, plus xi pour les constituants C et D. Et puis on a un état final, qui est ce qu'il est. Alors alors j'ai noté xi fin ou xiec, bon c'est la même chose ici, c'est une erreur de frappe, mais bon, soit on a une réaction totale, soit une réaction, un équilibre, ça peu importe. Mais en tout cas on voit que la grandeur qui évolue dans le tableau d'avancement et qui évolue donc au cours de la réaction, c'est donc les quantités de matière par l'intermédiaire de la grandeur qui est l'avancement, qui est noté xi. Donc en fait, il vient naturellement la définition de la vitesse de réaction. Comme on veut une vitesse, ça veut dire qu'on va dériver par rapport au temps, et on va dériver la grandeur qui évolue. Et donc la grandeur qui évolue, comme c'est l'avancement, on se ramène à une vitesse de réaction qui va être 1 sur le volume de la solution fois la dérivée par rapport au temps de xi. Donc ça nous permet d'avoir une vitesse de réaction qui s'exprime en mol par litre par seconde. Bon bah ça c'est la définition générale de la vitesse de réaction, et on va voir comment on peut l'utiliser. Un des problèmes en fait majeurs qui intervient, c'est que expérimentalement, on n'a pas accès directement à l'avancement. Nous, ce qu'on mesure plutôt, c'est des vitesses d'apparition ou de disparition des constituants. Donc, est-ce que la vitesse de disparition de A, ça va être l'opposé de la dérivée de la concentration A par rapport au temps. Idem pour la disparition de B, ça va être l'opposé de la dérivée de B par rapport au temps. La vitesse d'apparition, elle, c'est plutôt des vitesses
pour les produits, c'est directement la dérivée de la concentration du produit par rapport au temps. Donc bien faire attention, une des erreurs pareilles classiques qui revient, c'est des erreurs de signes sur ces définitions de vitesse, vitesse de disparition, vitesse d'apparition. On veut que globalement toutes ces vitesses soient des grandeurs qui soient positives, et donc comme les réactifs disparaissent au cours du temps, la dérivée va être négative, c'est pour ça qu'on a un moins qui apparaît devant la dérivée par rapport au temps. Et donc comme expérimentalement on a plutôt accès à ces grandeurs-là, eh bien il faut qu'on arrive à relier ces vitesses de disparition ou d'apparition à la vitesse de la réaction. Donc pour ça en fait il faut revenir, donc j'essaie de résumer là sur cette transparent-là, donc à la fois on a le tableau d'avancement, la définition de la vitesse globale et la définition de la vitesse de disparition ou d'apparition des différents constituants. Et donc là, j'aimerais bien que vous essayiez dans un premier temps de mettre sur pause la vidéo et de trouver, de réécrire la vitesse de disparition de A, de B, de C et de D en fonction de V. Donc allez-y, mettez pause, essayez de réfléchir un petit peu. Bien, donc maintenant que vous avez réfléchi un petit peu, vous avez peut-être réussi ou non. Donc je vous donne un premier indice, ou en tout cas une première manière de le réécrire. Donc on voit que si j'ai fait le cas sur A, donc en fait je réécris simplement la concentration de A à un instant t quelconque. La concentration de A, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de matière de A à un instant t divisé par le volume. Et la quantité de matière de A à un instant t, c'est la quantité initiale moins l'avancement, donc N indice A0 moins Xi. Sauf que donc le volume ne dépend pas du temps, il sort de la dérivée, et puis il nous reste donc plus que la dérivée par rapport au temps de NA0 moins Xi. Ça, si on le dérive, comme NA0 est une constante, il ne nous reste plus que la dérivée par rapport au temps de moins Xi, et donc on identifie la vitesse ici qui reste avec la vitesse de réaction V qu'on a définie juste en haut à droite. Donc maintenant, pour ceux qui n'avaient pas réussi à déterminer cette expression, je vous laisse à nouveau mettre pause et essayer de trouver l'expression de la disparition de B, la vitesse d'apparition de C ou la vitesse d'apparition de D en fonction de V. Allez-y, c'est parti, mettez pause et vous réfléchissez un petit peu. Donc maintenant, avec l'utilisation de ce qu'on a fait là pour A, on voit en fait, on fait exactement le même raisonnement pour obtenir vitesse de disparition et d'apparition des autres constituants. On voit donc que la vitesse de disparition de B est égale à 2 fois la vitesse globale de réaction, la vitesse d'apparition de C est égale à 3 fois la vitesse, et la vitesse d'apparition de D est égale à V. On voit qu'en fait, à chaque fois, il y a des facteurs qui apparaissent devant la vitesse, et en fait, ces facteurs, c'est le nombre stoichiométrique qui apparaît dans l'équation bilan. Donc le nombre stoichiométrique qui était devant A, c'était 1, le nombre stoichiométrique devant B, c'était 2, c'est ce qu'on retrouve donc dans la relation sur la vitesse. Pour C, c'était 3, donc la vitesse d'apparition, c'est 3 fois la vitesse, et pour D, c'était 1, donc la vitesse d'apparition, c'est 1 fois la vitesse de la réaction. Donc en fait, on peut généraliser ce résultat-là pour n'importe quel type de réaction. On n'aura que la vitesse d'apparition ou de disparition d'un constituant, c'est le nombre stoichiométrique de ce constituant fois la vitesse globale. Alors attention, c'est le nombre stoichiométrique et pas le coefficient stoichiométrique comme on a l'habitude de manipuler en thermodynamique. Le coefficient stoichiométrique, c'est un coefficient qui peut être positif ou négatif selon si c'est un réactif ou un produit. Par contre, le nombre stoichiométrique est une grandeur qui est toujours positive. C'est vraiment le coefficient qui intervient dans l'équation bilan qu'on a écrite en haut ici de la page. Bien, donc là on a la relation entre la vitesse finalement de chacun des constituants, d'apparition, de disparition de chacun des constituants, et la vitesse globale. Bien. Maintenant, on va utiliser une autre définition, donc, qui est la définition des réactions avec ordre, qui nous dit qu'en fait la loi de vitesse, qui est la relation entre la vitesse de réaction et les concentrations des différents constituants, a pour expression le A qui n'a pas d'accent, donc V qui est égal à K fois le produit des concentrations des réactifs, uniquement des concentrations des réactifs, à la puissance Q indice AI. Donc ici K c'est une constante, c'est en général on l'appelle la constante de vitesse, une constante qu'on ne connaît pas, et Q indice AI c'est ce qu'on appelle l'ordre partiel du constituant, donc du constituant A indice I. Attention, cet ordre partiel, si on l'appelle ordre partiel et pas coefficient stoichiométrique, c'est que les deux n'ont strictement rien à voir. Donc l'ordre partiel du constituant AI ne sera
jamais, ou en tout cas très rarement, égal à alpha AI. Donc ça, il faut, pareil, c'est une des erreurs classiques qui revient, éviter de vouloir remettre les coefficients stoichiométriques dans les puissances ici de, de la loi de vitesse. C'est vrai que cette loi de vitesse ressemble un petit peu à la constante de réaction qu'on a vu en thermo, mais c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, si on fait, nous, sur notre cas particulier ici, si on suppose en tout cas que notre réaction admet un ordre, eh bien on va avoir du coup la vitesse globale de réaction qui s'écrit comme une constante K fois la concentration à la puissance un ordre partiel, l'ordre partiel pour A, fois la concentration en B qui est elle-même à la puissance l'ordre partiel en B. Et c'est tout. Okay, pour les réactions raccordes, il n'y a pas d'effet des produits et on n'a pas quelque chose de plus compliqué que ça. Donc en fait, à partir de ça, on peut en déduire, plus ou moins facilement, les équations différentielles sur les concentrations en A ou en B. Donc pareil, je vous laisse réfléchir à comment on peut faire, à partir de cette définition de la loi de vitesse, comment on peut obtenir une équation différentielle sur A ou sur B. Donc pour obtenir ces équations différentielles, il suffit de reprendre le résultat qu'on a vu juste avant, qui était la relation entre la vitesse de réaction et la vitesse de disparition de A ou la vitesse de disparition de B. On a vu qu'il y avait le coefficient qui intervenait, et donc si on remplace V par moins d de A sur dt ou moins 1 demi de d de B sur dt, on obtient les deux équations différentielles suivantes, donc qui permettent de relier l'évolution, la dérivée de la concentration par rapport au temps avec la concentration à un instant t. Bon, le problème, c'est qu'on voit que ces équations différentielles ne sont pas forcément très sympathiques, puisque A et B dépendent tous les deux du temps, on ne connaît ni K, ni les puissances Q1 A et Q1 B, donc a priori, tel quel, ça va être compliqué de les intégrer et d'obtenir une évolution théorique de A ou de B. Donc en fait, un des principaux objectifs des exercices de cinétique, c'est, alors soit on cherche les ordres partiels et la constante de vitesse, donc et on va utiliser des résultats expérimentaux, soit au contraire, on va, euh, on, on va supposer des ordres partiels et la constante de vitesse, et on va chercher à prédire l'évolution d'une concentration. Donc, ça veut dire que on va falloir partir quand même globalement de ces deux équations différentielles. Et en fait, pour les simplifier, en général, on fera la méthode de dégénérescence de l'ordre, qui est la méthode la plus classique qui apparaît vous dans vos exercices et dans les écrits où la cinétique apparaît. Donc, en quoi elle consiste cette méthode? Eh bien en fait, cette méthode revient à dire, je suppose, par exemple, que la concentration initiale du constituant B est très grande devant la concentration initiale de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on a B qui est mis en très large excès, mais vraiment un très très large excès, il y a un facteur en général, un facteur 10 voire 100 sur les quantités de matière, eh bien ça veut dire que la concentration en B au cours du temps va être à peu près constante, puisqu'en fait B va être très peu consommé au cours de la réaction. Et donc, on va pouvoir réexprimer, pardon, on va pouvoir réexprimer la vitesse de la réaction sous la forme V est égal à K apparent, une nouvelle constante, fois la concentration en A à la puissance, le nombre, pardon, l'ordre partiel de A. Donc avec K apparent qui est le K qu'on avait précédemment, fois la concentration initiale en B à la puissance, l'ordre partiel en B. Et donc ça, en fait, ça va nous simplifier grandement l'équation différentielle, puisque sur A, en tout cas, puisqu'on obtient l'équation différentielle suivante, on a la dérivée de A plus une constante fois la concentration en A, qui a une certaine puissance, qui est égale à 0. Et donc là, on va pouvoir maintenant essayer de résoudre ces équations. Alors en général, les réactions que vous allez étudier vont faire apparaître des ordres 0, 1 ou 2. On ira rarement au-delà et on aura rarement des ordres partiels qui seront non entiers. Okay, ou alors ce sera vraiment une démarche avec des résultats expérimentaux et essayer de remonter la valeur de la puissance. Mais ce sera dans ce cas-là un peu plus détaillé. Mais du coup, en tout cas, parmi les choses qui sont importantes à savoir faire soi-même, je pense qu'il est important de savoir déterminer donc A de t et le temps de demi-réaction pour ces différentes valeurs de Q1-A. Q1-A égale 0, Q1-A égale 1, Q1-A égale 2. Donc j'aimerais que vous me déterminiez pour ces trois cas-là
la concentration de A au cours du temps à partir de l'équation différentielle qu'on avait juste ici. Donc à partir de l'équation différentielle qui est affichée ici en bas, il va falloir me déterminer A de t et le temps de demi-réaction. Donc je vous rappelle que la définition du temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la concentration, donc ici en A, est égale à la concentration initiale, qu'on va toujours noter à indice 0, divisé par 2. Donc je vous pareil, vous mettez sur pause et vous essayez de me résoudre donc, en tout cas ces questions pour les trois valeurs de Q indice A. Donc, voici ce que vous avez dû obtenir, normalement pour ces trois cas. Si jamais il y a des soucis, vous n'hésitez pas à me recontacter plutôt par mail ou sur Discord, hein, comme on a pu le mettre en place, pour qu'on essaie de détailler un peu les différentes étapes de calcul. Parce que là, sur la vidéo, sinon ça devient vite incompréhensible. Donc pour l'ordre 0, l'ordre partiel 0 en A, vous devez obtenir une évolution linéaire, donc là c'est le cas le plus simple, A de t est égal à la concentration initiale moins K apparent fois t. Donc si on le trace au cours du temps, on a une évolution linéaire avec une décroissance de la concentration. Le temps de demi-réaction, c'est directement 2 fois la concentration initiale divisée par K apparent. Ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que donc, en fait, les deux choses intéressantes à souvenir, c'est A de t évolue de manière linéaire avec le temps pour un ordre 0, et le temps de demi-réaction est directement proportionnel à la concentration initiale. Donc ça veut dire que si je change la concentration initiale de A, je fais plusieurs expériences et je change à 0, alors le temps de demi-réaction va évoluer aussi, et il va évoluer de manière linéaire avec cette concentration initiale. Ensuite, pour l'ordre 1, un ordre partiel 1, on a donc A de t qui va être, cette fois-ci sous forme exponentielle, A0 exponentielle moins K apparent fois le t, et le t1,5 qui est égal à ln de 2 sur K apparent. Donc cette fois-ci, il va être plus pertinent de tracer le logarithme de la concentration, puisque dans ce cas-là, le logarithme de la concentration va être une évolution linéaire avec le temps. Et ce qui est deuxième résultat intéressant, c'est le temps de demi-réaction qui est cette fois-ci indépendant de la concentration initiale. Donc ça, c'est vraiment un résultat ultra classique lorsque, d'un point de vue expérimental, vous faites plusieurs expériences, vous changez la concentration initiale et le temps de demi-réaction ne change pas, ça veut tout de suite dire que c'est un ordre 1. Okay, donc ça, il faut vraiment que ce soit un automatisme. Et enfin pour l'ordre 2, donc on a une solution qui est un peu moins sympathique, on va dire, donc A de t qui est égal à A0 divisé par 1 plus A0 K apparent fois le t, fois le temps, et le temps de demi-réaction qui est égal à 1 sur K apparent fois A0. Cette fois-ci, c'est donc l'inverse de la concentration qui va être proportionnelle, qui va avoir une évolution linéaire avec le temps. Okay, donc ordre 0, c'est directement la concentration qui est linéaire avec le temps. Ordre 1, c'est le logarithme de la concentration qui est linéaire avec le temps. Et ordre 2, c'est l'inverse de la concentration qui est linéaire avec le temps. Et pour le temps de demi-réaction de l'ordre 2, on a donc une évolution qui est inversement proportionnelle à la concentration initiale, donc qui est à nouveau une évolution qui est différente de l'ordre 0 et de l'ordre 1. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, en tout cas, c'est des résultats qui sont assez généraux, hein. Ordre 0, quelle est l'évolution de A avec le temps? Quelle est l'évolution du temps de demi-réaction avec la condition initiale? Ordre 1, même question. Ordre 2, même question. C'est des choses qu'il faut savoir, auxquelles il faut savoir répondre rapidement pour justement engranger des points rapidement sur des exercices de cinétique. Et c'est des choses en fait qui sont exigibles. C'est clairement au programme, donc il faut savoir y répondre. On peut faire le même type d'étude ensuite sur B. Donc si on fait une autre dégénérescence de l'ordre, c'est-à-dire cette fois-ci on suppose que A est introduit en très large excès par rapport à B. Donc cette fois-ci c'est A qui va être constant au cours du temps et on va obtenir une équation différentielle sur B. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les nouveaux résultats? Donc là, je vous laisse essayer d'y répondre, voir si du coup ce petit rappel a permis de mieux comprendre en tout cas la cinétique. Mais en tout cas vous le voyez, ce chapitre de cinétique, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques définitions qui sont à connaître que j'ai pu rappeler dans la fiche bilan, hein, donc, qui sont la vitesse de réaction, la vitesse d'apparition et de disparition, le temps de demi-réaction, une loi de vitesse avec ordre, et c'est à peu près tout. Et après, en fait, c'est de la pratique, de la manipulation d'équations ou d'équations différentielles pour obtenir ensuite les évolutions des concentrations au cours du temps.
Et ce qu'il est important, comme je vous le disais, hein, c'est de bien connaître les résultats classiques pour ordre 0, ordre 1 et ordre 2. Donc voilà pour ce rappel rapide, en tout cas, de cinétique, mais qui peut vous servir de première base pour revoir ce chapitre de sup, avec bien sûr pour support ce que vous avez vu l'année dernière et la fiche bilan totale que j'ai mis sur le drive. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter par mail ou via Discord et on essaiera d'en discuter de manière un peu plus précise. Merci, à bientôt.